comment devient-on citizen developer? Gladys. Bonjour à tous, je suis Gladys Camenon, je suis pharmacienne de formation et je travaille dans l'industrie, plus précisément la filiale France de Roche, dans l'unité pharmacovigilance. Donc, je suis arrivée à Roche en tant que chargée de pharmacovigilance et depuis maintenant, je dirais 2 mois, je viens de changer de poste et je suis spécialiste process et compliance. Voilà. Pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on arrive à devenir citizen developer? Franchement, si je réponds à cette question en parlant de ma personne, c'est plus par curiosité. Voilà. C'est vraiment la curiosité qui m'a amené à devenir citizen developer. Merci Gladys. Benoît, je crois que Benoît, tu avais déjà envie de répondre à la question avant même que Gladys commence. Oui, alors bonjour tout le monde. Déjà, première chose, avant de me présenter, je tenais juste à tous vous féliciter parce qu'il y a vraiment de belles histoires. Vous avez tous du mal à trouver des citizen développeurs. Vous allez le voir, moi c'est un peu le contraire. C'est le citizen développeur qui a provoqué la chose. Des fois, comme quoi, tout peut arriver. Moi, on va dire que j'ai fait un petit peu tous les métiers chez Ikea, en magasin. C'est-à-dire que je suis rentré en tant que saisonnier, j'ai fait de la vente, du service après-vente, un petit peu de tout. Et effectivement, à un moment, j'en ai eu un petit peu marre de nos outils, du papier et du crayon, même si c'est sympa, il y a beaucoup qui l'utilisent. Beaucoup qui l'aiment, il y en a d'autres qui le redoutent. Et effectivement, vu que je suis extrêmement flemmard, je voulais automatiser des choses. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça arrivé. Donc il y a quelques temps, il y a quelques années, on va dire au début, j'ai profité du passage de notre directeur général Ikea France dans les magasins qui venait se présenter autour d'un événement comme ça pour justement lui parler, lui dire écoutez, moi écoute parce qu'on se tutoie Ikea. Avant, j'étais fier de bosser à Ikea. On était vraiment des meneurs. On avait une image de meneurs, etc. Je lui dis maintenant, pour résumer, j'ai plus l'impression qu'on est des suivards. Vous avez imaginé, ça a mal commencé. Mais je lui ai dit, effectivement, moi, ce qui me pose problème en tant que vendeur, c'est déjà quand je suis sur la zone de vente avec un client, c'est de devoir faire des allers-retours sur le PC, de faire des kilomètres par jour juste pour lui donner une information et devoir retourner sur le point de vente. Première chose. Deuxième chose aussi, c'est de se dire, on arrive dans le retail et souvent on a les clients qui sont mieux informés que nous, avec Internet, et téléphone, etc. Donc c'est un petit peu embêtant et c'est pas très professionnel. Donc je lui ai dit, effectivement, première chose, ça serait bien d'avoir au moins des téléphones. Je veux dire, tout le monde en a, etc. Ça serait sympa de pouvoir au moins se téléphoner parce que même quand on devait répondre à un appel, c'était les téléphones filaires. Vous savez, à l'époque on avait des fils encore. Au point d'information, donc on devait courir aller chercher le téléphone, etc. Y compris, je suis pas très sportif. Et donc du coup, je lui ai dit, ça serait bien qu'on ait cette plateforme. Donc voilà, avoir ce téléphone, c'était plutôt une idée sympa. Ça a pris effectivement. Donc c'était on va dire le point d'entrée. Donc mettre en place la plateforme, l'outil. L'idée c'est d'avoir one device for all. Donc c'est-à-dire d'avoir un téléphone pour utiliser nos outils, pour téléphoner, faire un petit peu tout avec. Donc ça c'était la première phase. Je vais aller assez vite pour pas prendre tout le temps, désolé. Bavard. Et du coup, après, j'ai voulu mettre en place, on va dire le contenu, puisque il faut bien créer les outils, etc. J'en ai un petit peu marre des vieux outils comme on peut avoir sous MS-DOS, vous savez, avec les trucs. Je crois qu'on les connaît tous. Et donc du coup, je me suis dit, quand on est passé au Office 365, j'ai découvert un truc violet, ça s'appelait Power Apps. J'ai dit, ça a l'air sympa, je vais cliquer dessus, je connais pas. Effectivement, je rejoins ce qui était dit. Par curiosité. Et voilà. Et donc effectivement, je me suis aperçu qu'on pouvait faire des applications. J'en ai fait sur un cas particulier. Ça a extrêmement bien marché dès le début. À part avec mon management parce que ils comprenaient pas ce que je faisais, mais les collaborateurs ont tout de suite compris l'intérêt puisqu'ils l'utilisaient tous. Donc effectivement, c'est un petit peu passé en force, on va dire. C'est un petit peu comme ça tout le long de mon histoire. Et effectivement, on a commencé à mettre ça en place, ça a tout de suite marché. Donc j'ai fait un premier cas d'usage, parce qu'on me disait que ça marcherait pas, c'était pas terrible, etc. On sait pas ce que c'est. Et j'ai fait une première application, une application RH qui concerne tout le monde, remplacer les formulaires, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on arrivait au service RH, on avait une pile de 15 formulaires, on devait choisir pour changer l'adresse, remarquer nom, prénom, tout ça, mettre ça dans des jolis classeurs avec des jolis œillets. Donc là, le but, c'était de déployer une application pour les 12 000 collaborateurs d'un coup pour leur montrer qu'en fait, ça pouvait marcher. Et donc voilà, donc, je vais résumer, je vais aller vite, pardon. Et donc du coup, aujourd'hui, je fais partie de l'équipe de IT, donc de la DSI. Et
pour pouvoir community manager, j'ai créé ça, l'identité, un petit peu comme une start-up à Ikea, et voilà. On va revenir là-dessus. Merci Benoît. Et ensuite, donc Florent, est-ce que toi aussi, c'est la curiosité qui fait que tu es devenu système développeur? Alors oui, forcément. Forcément la curiosité de découvrir autre chose. Parce que pour rappel, pour les personnes qui nous auraient rejoints, j'ai participé à la création d'une application parce que dans mon métier, donc je suis conducteur de train et nous sommes amenés à dormir à l'extérieur, à nous restaurer à l'extérieur. Et suite à la Covid, nous nous sommes retrouvés avec des nouveaux lieux d'hébergement que nous ne connaissions pas. Et donc, il a fallu les recenser, recenser les informations utiles, les codes d'accès, les horaires, etc. Et donc, un collègue a eu l'idée de créer une application qui recenserait toutes ces informations. Et donc, il a fait appel à moi. Et je me suis retrouvé, voilà, un peu par hasard, à participer, voilà, à des réunions et à la fabrication donc de cette application. Donc oui, beaucoup de curiosité aussi. La curiosité, j'ai l'impression, j'entends à chaque fois dans le même discours, c'est un vrai besoin de terrain en fait. C'était pour trouver une solution à un irritant sur le terrain. Je permets de rebondir sur ce que tu as dit, Benoît, le rapport au management. Comment est-ce que ton management a perçu le fait que tu deviennes système développeur, enfin plutôt au début que tu commences à créer ta propre application? Comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'au début, personne connaissait, donc effectivement, la première réaction, c'est de se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Au lieu de faire de la vente, il est en train de faire des applications. Voilà, je dirais c'est un peu de l'incompréhension au début, etc. Donc, ce qui est tout à fait normal quand on ne connaît pas. Mais par la suite, effectivement, ils ont vite compris l'intérêt du low-code et des applications. Est-ce que Florent, tu as la même expérience avec le management? Au début, un peu de l'incompréhension, au sens où c'était nouveau, ils ne comprenaient pas trop ce que quelqu'un qui n'est pas de l'IT crée une première application? Eh ben, ça a été pour nous, pour le coup, l'effet complètement inverse, où justement on a été très très bien accompagné et soutenu. Et donc ce collègue, quand il a eu l'idée de créer l'outil, il en a parlé à ses managers, et c'est ses managers qui ont eu cette idée, au vu de la circonstance exceptionnelle, que ce soit les agents qui créeraient l'application plutôt que de passer par le service dédié. Donc pour nous, c'est plutôt un témoignage inverse où ils nous ont fait vraiment 100% confiance et nous ont laissé carte blanche. Alors, je suis curieux d'entendre celui de Gladys pour voir comment ça s'est passé au sein de Roche. Franchement, au niveau de la pharmacovigilance, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un métier en fait qui est très réglementé. Donc pour moi, c'était plutôt autre chose. C'était de la prudence qu'on me demandait. C'était genre, si je dois cliquer sur un bouton, j'avais tout le monde derrière moi qui voit qu'est-ce qu'elle est en train de faire celle-là. Donc c'était un peu dans ce sens-là, dans le sens où on peut pas se permettre en fait de modifier des procédures ou introduire des choses en fait sans qu'ils aient été vraiment compris par tout le monde, validés par la hiérarchie. Donc c'était vraiment plutôt une usine à gaz, déjà, ne serait-ce que pour avancer sur un petit process. Donc moi, c'était plutôt ça, mais il n'y avait pas vraiment de réticence. Parce qu'en fait, au niveau de Roche, en fait, on a un discours qui est différent, c'était apporter l'innovation. Donc déjà, ils avaient ça en tête et ça en vue. Maintenant, c'était de savoir est-ce qu'on accepte cette solution d'innovation-là, ça correspond à quoi, comment l'implémenter dans quelque chose. Donc c'était plutôt ça qui amenait tout le monde à la prudence. Donc c'était plutôt cette prudence-là que je devais quelque part calmer pour tout le monde avant d'apporter une solution. Voilà. Donc mettre tout le monde dans le bain, leur expliquer ce qu'il fallait faire et tout avant de pouvoir avancer. Moi, c'était plutôt ça. D'accord. Effectivement, des retours d'expérience assez différents sur ce sujet. Une fois que donc vous avez le soutien plus ou moins appuyé du management, est-ce que quel est l'accompagnement dont vous avez bénéficié donc pour créer d'autres applications et aussi peut-être pour vous former sur les outils, Benoît? Je vais te passer en premier. C'est un peu difficile pour moi de répondre à ça parce que pour le coup, j'étais un petit peu le moteur de l'introduction du low-code à Ikea, on va dire. Après, effectivement, ils ont tout de suite vu l'intérêt, surtout en magasin, ils ont vu que ça marchait, qu'il y avait de l'engouement. Donc après, c'était beaucoup plus facile.
Mais effectivement, au début, ça fait un peu vilain petit canard, quoi. On sait pas trop ce qu'il fait, voilà quoi. Shadow IT, tout ça. Comment ça se fait que nous on met 3 ans à faire une solution, que lui en une semaine il nous a fait une application, on comprend pas quoi. Et donc voilà, c'est un peu. Au début, c'est un peu dur, voilà. Enfin pour moi en tout cas. Alors, je pense que Florent a peut-être un retour complètement différent du coup. Est-ce qu'on t'a Encore une accompagné? fois, on sera totalement différents jusqu'au bout tous les deux. Ou nous c'est l'inverse. Du coup, une fois qu'on avait identifié donc ce besoin de l'application, on a été très bien accompagné donc par le projet interne à la SNCF, donc ADN, Ambition Devenir Numérique, qui a pour action justement de nous accompagner. Et donc on a été aidé et formé et soutenu par Julien Delorme, donc qui fait partie du projet Tech the Power et qui était là donc je sais pas s'il marche toujours. Qui était là donc pour nous former, pour nous aider justement dans un premier temps à comprendre nos besoins, à réunir les idées avant justement de commencer l'application. Et dans un premier temps, nous a formés aux différents outils. Donc pour le coup, nous on n'était pas seuls. Auto-formation pour Benoît et accompagnement pour Florent. Gladys, au sein de Roche, est-ce que tu as eu de l'accompagnement lorsque tu as voulu devenir citizen développeur? Ma première expérience, peut-être que je vais parler d'elle déjà. Déjà, c'était d'identifier quel process en fait pouvait être intéressant en tant que citizen développeur. Donc, comme j'ai expliqué plus tôt, il fallait trouver le process qui était intéressant à présenter, expliquer à tout le monde. Et c'est là, je pense que j'ai tellement bien expliqué qu'au final, c'est pas moi qui était devenu le citizen développeur, mais c'était le global. Parce que ma première solution a été mise en place et développée par Roche Global. Donc, quand ils ont vu l'intérêt en fait de ce que j'expliquais, ils ont compris en fait comment dire ça, le pourquoi de ce que j'étais en train de mettre en place et comment ça pouvait être bénéfique, ne serait-ce que pour toute la pharmacovigilance. Ils ont décidé eux-mêmes de coder la solution, de la mettre en place, parce que, comme je dis, la pharmacovigilance c'est très très réglementé. Donc, quand on met en place quelque chose, il faut le documenter. Voilà, c'est pas quelque chose. Donc, il y a toute une étape d'évaluation, de validation et de documentation qui doit être mise en place. Donc, pour moi, la première expérience, c'était ça. C'était, au final, c'est le global, mais avec moi. Donc, au final, je suis devenue comme le chef de projet. Donc, j'ai expliqué ce qu'il fallait faire et puis eux, ils le faisaient derrière. Donc, bon, j'étais pas vraiment citizen développeur. Et c'est au final ma deuxième solution, puisque au final, ils m'ont demandé d'identifier d'autres process qui pouvaient bénéficier aussi de la solution RPA. Et donc, c'est pour le deuxième que j'étais amenée moi-même à le coder de bout en bout. Voilà. D'accord. Donc, un premier cas d'usage où en fait, on t'a dit, c'est bien, mais on va faire ça quand même de manière un peu plus sérieuse avec une solution globale et un développeur professionnel. Et c'est pour ton deuxième cas, certainement aussi qui ne devait pas avoir le même périmètre et la même importance, où tu as pu créer toi-même ta propre solution en tant que citizen développeur. Tout à fait, c'est ça. Tu as bien résumé. D'accord, très bien. Alors, donc du coup, j'ai compris, hein, vous avez créé des applications, vous avez passé du temps ou pas sur la formation en fonction de comment c'était fait dans les entreprises respectives. Moi, la question que je me pose aussi, c'est comment répartissez-vous le temps de travail sur la création d'applications et vos tâches quotidiennes? Parce que je pense qu'on ne peut pas conduire un TER et créer une application en même temps. Florent. Alors oui, pour le coup, ça paraît évident qu'on peut pas allier les deux. Et donc, on a, comme je disais, on a été donc soutenu et le fait que nous étions une petite équipe, on était, pour rappel, 2 conducteurs, 2 contrôleurs et puis un gestionnaire de moyens, ça a permis de nous sortir de notre programmation plus facilement. Et donc, ils nous ont octroyé donc des journées pour être dans un premier temps formés, pour pouvoir faire nos réunions, nos groupes de travail. Et donc ça, c'est la première partie du temps qu'on nous octroie. Après, la deuxième partie, c'est aussi du temps personnel. Il y a forcément à un moment donné un engagement personnel qui est fait, donc on a forcément du travail à faire de notre côté où
où par moment se retrouvait à la fin d'une tournée une demi-heure pour bidouiller quelque chose, pour parler d'un truc. On s'appelait régulièrement. Donc c'est un compromis entre du temps qu'on nous octroie et du temps à fournir de notre côté. Alors, est-ce que Benoît, on t'a octroyé un peu de temps, toi qui étais un peu tout seul au départ? Oui, effectivement, par la suite, effectivement, j'ai commencé à le faire un petit peu malgré ce qu'on me disait, on va dire, pour vraiment parce que j'étais persuadé que ça allait marcher. Ça a marché d'ailleurs. L'histoire se finit bien, hein, cherchez pas. Effectivement, au début, c'était, on va dire, du temps qui était alloué à la création d'applications, à la récolte du besoin aussi, la gestion de projet standard, hein, je dirais. Je savais pas ce que c'était, je l'ai découvert sur le tas, on va dire. Effectivement, c'est au début, on fait un petit peu notre activité, on a un peu de temps dédié à ça pour le créer. Puis plus il voit que c'est quand même vachement intéressant, que c'est quand même plus rentable de mettre la personne à la création d'applications plutôt que sur la zone de vente. Au bout d'un moment, j'ai été détaché à 100% pour pouvoir continuer et créer des applications spécifiques en fonction des besoins, sur mesure. Du coup, est-ce que tu as créé toi-même ton nouveau rôle au sein d'IKEA? C'est un peu ça, oui. Non, mais c'est effectivement, en fait, on peut devenir système développeur et créer son propre poste de travail au final dans l'entreprise. Intéressant. Et pour toi, Gladys, est-ce que on t'a dit, tiens, prends 10%, 20% de ton temps pour te consacrer à tes activités de système développeur? Je pense que pour ça, on n'est pas vraiment bon élève là-dessus, parce que c'était pas vraiment le discours que j'ai eu. C'était, écoute, tu t'organises comme tu peux par rapport à tes activités à faire, ton temps de travail et tout. Et tu vois comment toi-même tu peux à la fois cranter là-dessus sans toutefois négliger en fait tes activités au quotidien. Donc pour moi c'était quelque chose de différent. Donc il a fallu que je m'organise de manière différente, que j'essaie de voir comment je peux à la fois trouver du temps pour avancer sur mon rôle en tant que citizen développeur. Donc je pense que ce dont tu parlais tout à l'heure dans ta présentation avec Christine aura du sens dans le sens où si effectivement il y a de nouveaux métiers, il y a de nouveaux rôles qui sont faits, donc le temps est parti entre ce qu'il faut faire au quotidien et puis trouver du temps pour se développer en tant que citizen développeur, si je peux dire comme ça sera quelque chose de bénéfique pour tout le monde. Parce que je pense qu'il y a ça aussi qui fait que, comme tu l'as bien mentionné aussi, l'engouement par rapport à certaines directions n'y est pas. Parce que ça demande beaucoup d'organisation, ça demande de l'investissement et puis bien que j'aime pas très bien ce mot, quelques sacrifices aussi derrière, voilà. Parce que si on veut avancer, qu'on a foi dans ce qu'on fait, il faut quand même se donner et puis se donner aussi les moyens, voilà. Je pense qu'avec les trois invités qu'on a, on a un peu l'évolution logique. On a la personne qui commence, qui fait ça sur son temps un peu de travail ou en plus. Après, on lui libère un peu de temps pour qu'il puisse se former et qu'on l'accompagne. Et en fait, on termine avec Benoît qui, lui, crée son propre nouveau rôle au sein de l'entreprise. Alors, j'aimerais revenir sur un point. Donc, Benoît, tu as dit que tu étais un peu précurseur au sein d'IKEA dans cette démarche citizen développeur. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu t'inscris? Est-ce qu'il y a d'autres citizen développeurs? Est-ce qu'il y a une communauté qui s'est formée suite à ton initiative? Tant qu'à faire, j'ai créé l'identité, la start-up au sein d'IKEA. C'est un peu la manière dont je l'ai présenté. Donc, quand on dit Power Community, effectivement, c'est le petit nom qu'on leur donne. On a créé le petit slogan The Sky is the Limit. Au moins, ça pose le cadre. Effectivement, maintenant, je fais plus que ça. Et nous, pour les citizen développeurs, au maximum. Ce qui est intéressant, c'est justement peut-être ce bac à sable, cet environnement un petit peu par défaut, parce que effectivement, il y en a qui le voient comme du shadow IT, c'est ce qu'ont effectivement les craintes qu'il y a eu au début. Mais moi, j'ai plutôt vu le bon côté en disant, mais moi, je vois des business cases en fait, je vois des cas d'usage, je vois des collaborateurs qui prennent de leur temps, qui investissent de leur temps, que ça soit du temps de travail ou en dehors du temps de travail, pour se faciliter la vie. Et pour moi, ça nous permet d'identifier vraiment des cas qui valent le coup d'être étudiés, de prendre contact avec ce collaborateur. Il y a des outils pour ça, il y a un kit qui existe qu'on a mis en place, le centre d'excellence, pour justement remonter ce genre d'informations. Et en le suivant, ça me permet de voir un petit peu les potentiels citizen développeurs et en même temps d'avoir des cas d'usage. Très bien, très clair. Florent, donc est-ce qu'aujourd'hui il y a une communauté active de citizen développeurs au sein de la SNCF? Est-ce que tu te situes donc en tant que citizen développeur au sein de
j'imagine, le grand groupe de la SNCF. Alors oui, il y a une communauté active hein, qui est beaucoup donc suivie par Julien, comme j'ai cité tout à l'heure, Julien Delorme de Tech the Power, qui continue d'être en contact avec nous et qui nous invite à des réunions en distanciel ou des choses comme ça. Donc on fait toujours partie du groupe, bien sûr. Par contre, j'ai gardé mon métier de conducteur pour le coup, et c'est vraiment voilà un à côté où on continue un petit peu avec le groupe hein, de travailler sur l'application, de l'améliorer. Mais voilà, on est plus dans cet esprit-là où on reste en lien et voilà, on fait partie de la famille des citizens. Oui. La famille des systèmes développeurs, est-ce qu'il y a également une famille qui t'a accueilli au sein de Roche ou alors que tu as créé Gladys? Pas que j'ai créé une famille au sein de Roche, mais je sais qu'il y a la communauté Citizen Developer qui existe au sein de Roche, dont je fais partie. Pour parler aussi de la pharmacovigilance, au début, j'étais la seule personne Citizen Developer et j'ai une autre de mes collègues au final qui m'a rejoint. Donc on est 2 déjà au niveau de la pharmacovigilance, c'est déjà pas mal. Je fais quand même le relais au niveau de mes autres collègues qui commencent aussi à identifier d'autres process, d'autres procédures qui peuvent être aussi intéressants et présentés pour le RPA et qui vont peut-être, et je l'espère bien, rejoindre la communauté. Voilà, donc pour dire qu'il y a quelque chose qui est déjà en place au niveau de Roche, dans ce sens-là. Merci. Alors, j'aimerais un peu vous faire réagir aux différentes présentations qu'on a eues avec les sujets de gouvernance, BPCE, on a vu Colas aussi. En fait, vous, dans votre rôle de système développeur, de quoi avez-vous besoin pour continuer de grandir, pour continuer de pouvoir créer des applications que vous n'avez pas aujourd'hui, à votre avis? Benoît, toi qui as créé ta... De quoi j'ai besoin? Ce que j'avais besoin, j'ai été le chercher, donc difficile de répondre. Ce que j'aurais besoin, c'est d'une équipe, parce que actuellement, la start-up, je suis un peu seul dedans, en vrai, à être complètement détaché sur le sujet, du moins à créer. Quand je dis une start-up, c'est pas anodin. Hein, c'est vraiment, je pense que c'est très important de créer une identité, de créer de la communication. De communiquer avec les collaborateurs, parce que les utilisateurs finaux, généralement, ils sont pas informés ou mal informés. Donc le but, c'est de pouvoir aussi partager avec eux les applications. On disait tout à l'heure, il faut que les applications soient utilisées pour qu'il y ait un retour sur investissement. C'est la base, hein, c'est logique. Donc c'est ça aussi qu'il y a derrière, hein, c'est-à-dire que d'ailleurs, petite anecdote, hein, ça fera rire quelques-uns peut-être. Quand j'ai créé cette identité et ce site SharePoint, hein, pour ne pas le citer, c'était une page en mettant juste les applications qui étaient en développement, celles qui étaient à l'étude et celles qui étaient disponibles, où les collaborateurs pouvaient cliquer, ils pouvaient jouer avec sur une page SharePoint directement, ils aimaient bien. Et je créais des actualités pour dire les nouvelles applications, etc. Je me suis retrouvé en quelques jours à entre 15 et 20 000 vues. Il faut savoir qu'on est 12 000 hein, en France, pour vous donner une idée. Et du coup, j'ai le département communication interne qui m'a rappelé en me disant mais comment ça se fait que tu as autant de vues? Parce que même nous, nos coms nationales, on n'arrive pas à faire autant quoi. Et donc voilà, c'est une petite anecdote. Effectivement, et cet esprit start-up que je viens de mentionner, j'ai un peu l'impression qu'on l'a retrouvé dans la présentation de la SNCF avec Tech the Power, les hackathons 3 jours, 2 nuits. Est-ce que c'est un peu ça au final qui s'est mis en place au sein de la SNCF, Florent? Oui, c'est ça. Hein, encore une fois, c'est des projets qui sont nouveaux. Hein, pour le coup, voilà. ADN, ça a que 2 ou 3 ans. Donc il y a toute cette mise en place forcément qui vient avec des preuves aussi, justement de montrer que ça fonctionne, tout simplement, de montrer qu'on arrive à sortir des choses voilà très rapidement et qui sont bien accueillies par les utilisateurs. Et c'est au fur et à mesure, voilà, c'est un peu ça, d'avancer tout doucement et de continuer d'avoir des formations, de continuer d'avoir du temps, des recrutements et puis aussi d'écouter des remontées, des idées justement qui émergent de gens qui sont pas forcément du milieu pour le coup. Et c'est ça qui sont pas du milieu, qui sont je prends encore mon exemple, hein, j'y connaissais absolument rien d'informatique et pourtant je me suis retrouvé là. Donc c'est un peu voilà prouver ça que c'est possible
Et là-dessus, justement, ce qui est mis en place à la SNCF va dans ce sens-là où vraiment on remet cette idée que nous, les agents du terrain, on peut aussi créer des outils qui nous sont utiles pour nous et pour nos collègues. Oui, l'aspect communication, on l'a vu sur la présentation de la SNCF avec la vidéo. Tu viens de citer, Benoît, le SharePoint qui a été visualisé plus que les communications internes. Donc, je pense que ça illustre bien l'importance de la communication sur ces initiatives. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve également au sein de Roche, Gladys? Je dirais tout à fait, parce que pour intéresser les gens aussi à tout ce qui est RPA et tout, il faut communiquer et tout. Et autre chose que, en fait, pour répondre à la question que tu disais, ce dont on a vraiment besoin, en fait, c'est de temps, parce qu'en fait, on est dans notre activité au quotidien, et du coup, en fait, dégager du temps pour que les personnes puissent pouvoir explorer, faire des choses en plus, je pense que c'est quelque chose de vraiment très important. Voilà. Et puis, pour parler de moi, je retrouve un peu ce que Benoît disait, quand on est pionnier dans quelque chose, en fait, on se retrouve au départ, en fait, à devoir, en fait, vraiment lutter un peu à l'eux, comme si on allait un peu à contre-courant dans un premier temps. Mais je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire, voilà, qui est important et qu'on doit le faire si on veut un jour voir les choses évoluer. Voilà, je pense que c'est important. Juste par rapport à ça, ce que tu dis, c'est super important parce que peut-être qu'aujourd'hui, si vous trouvez pas des citizen développeurs, c'est peut-être aussi qu'ils ont cette impression, tout simplement, c'est de se dire, je veux pas aller à contre-courant, j'ai peur, on me dit de faire comme ça, je vais faire comme ça. Et je pense que des fois, faut juste laisser la place à la créativité, écouter un peu les gens et leur donner les opportunités. Voilà. Bon, le message est passé, je pense. On va prendre, donc on a abordé plusieurs thèmes. Est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels vous avez des questions dans le public? Allons-y. J'avais une question. C'est une activité que vous prenez tous en plus de votre activité normale. Qu'est-ce qu'elle vous apporte tous les jours? Parce que moi j'ai des retours sur mes citizen où j'ai des retours là-dessus. Et est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez vous en passer? Alors, du coup, je commence. Alors, ce que ça apporte, déjà, ça apporte de la fierté. Il y a quand même une bonne fierté de voir les collègues utiliser l'outil que nous avons créé. Et ça répond aussi aux besoins que nous avions, nous. Alors, pour le coup, dans mon exemple, c'est un besoin que moi aussi, je ressentais au quotidien. Donc, ça a aussi répondu à mon quotidien et ça continue d'y répondre. Donc oui, voilà, ça apporte le fait aussi de découvrir autre chose, de pouvoir sortir des sentiers battus et de faire autre chose que sur lequel nous avons été embauchés et pouvoir m'en passer, non, parce que c'est un petit peu comme une drogue où on a envie de continuer de créer, on a plein d'idées, on a des idées aussi qui nous viennent de collègues, où on se dit que finalement c'est possible, on peut peut-être faire quelque chose. Et encore une fois, ça revient un peu sur cette idée de faire partie d'une communauté où nous sommes nous-mêmes identifiés comme étant citizen développeurs. Les collègues savent que c'est nous qui avons créé un outil, donc ils viennent aussi nous parler, ils viennent aussi communiquer pour une idée, améliorer cet outil. Donc on est un peu pris dans cet engrenage qui pour moi en tout cas impossible à lâcher. Non mais attends. Je pense que voilà, il a très bien résumé la chose, c'est qu'aujourd'hui c'est un petit peu comme une drogue, c'est ce besoin. Moi j'adore être face à une problématique qu'on me dise non, c'est pas possible. Je suis un peu têtu, un peu borné, mais voilà. Et non, effectivement, c'est comme une drogue. Et aujourd'hui, je me suis battu pour en être là où j'en suis. J'en suis fier. Et non, je pourrais pas m'en passer, clairement pas. Là, je savais même pas que ça existait, pour vous dire, tous ces trucs. Vous savez, quand on est en magasin, on se dit au siège, ils font des trucs bizarres derrière le bureau. On sait pas que ça existe, ces métiers. Faut être clair. Mais maintenant que j'ai découvert, non, je lâcherai plus. Si je peux ajouter aussi quelque chose par rapport à tout ce que vous avez dit, effectivement, il y a de la fierté qui vient dedans, c'est une solution, on ne peut plus s'en passer. Et pour mieux expliquer, en fait, moi, par rapport à mon exemple, c'est-à-dire que les solutions qui ont été mises en place par rapport au travail qui doit être fait au quotidien, on a certes l'impression au début d'avoir investi, d'avoir tiré un peu sur la corde pour que ça se mette en place, mais une fois que la solution a été installée, moi, par rapport à mon métier au quotidien, je peux vous dire que c'est quelque chose dont ce n'est même plus moi, parce qu'en fait, au final, cette solution-là, c'est aussi a été développée au niveau de mes collègues, donc elle l'utilise également. On ne peut plus s'en passer parce que ça nous fait gagner un temps mais phénoménal.
Voilà, parce qu'une fois que la solution est mise en place, en plus, on ne s'imaginait pas qu'en fait on pouvait travailler autrement en mettant en place ces solutions-là. Parce que pour revenir encore à mon corps de métier, c'est un métier qui est très réglementé. Donc avec tout un processus quand on doit réaliser des tâches, donc c'est des process, c'est vraiment procédural. Et on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de parties de ces process là qui correspondent en fait à des tâches qui sont, ça correspond exactement à ce que le RPA nous demande. Hein. Ce sont des tâches qui sont simples, qui ne nécessitent pas de jugement complexe. Elles sont deux fois chronophages, répétitives et standards en fait. Voilà. Donc, elles se composent de plusieurs phases. Donc, il y a des phases qui correspondent totalement à la définition que je vais donner, et puis il y a des parties qui correspondent à une valeur ajoutée humaine. Donc, pour toutes ces parties-là qui précèdent, en fait, on s'est dit, en mettant en place une solution, on gagne un temps fou, et après, on peut se consacrer à l'autre partie, où vraiment, ça demande notre input. Donc, je pense que là, c'est carrément, on peut vraiment pas s'en passer. Voilà. Bien, merci à tous pour ce témoignage. Merci à tous les trois. Vous pouvez poursuivre les échanges, bien sûr, après les conférences suivantes. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Je pense qu'on peut les applaudir.